Alors, c'est quoi le programme Compact Côte d'Ivoire du MCA, qui est le Millennium Challenge et compte? Alors, ce programme compact, il s'agit avant tout d'un don du peuple américain à la Côte d'Ivoire. Nous avons obtenu ce don en 2015 et ensuite, donc après cette obtention, cela nous a permis de mettre en place une entité, le Millennium Challenge Côte d'Ivoire, qui pour le compte du gouvernement ivoirien doit mettre en œuvre toutes les activités prévues dans ce don. Et le don, ça veut dire que c'est de l'argent. Un don qui est composé de combien de francs CFA, si on peut évaluer? Alors on l'estime toujours en dollars. Donc il s'agit d'un montant total de 536 millions de dollars américains. Ok. Alors pourquoi avoir mis en place donc ce programme-là? Alors ce programme, il faut revenir effectivement à sa genèse, puisque c'est la première fois que la Côte d'Ivoire a pu l'obtenir. Après son obtention, ce qui s'est passé, qui est très intéressant pour pouvoir avoir un maximum d'impact, c'est que le gouvernement de Côte d'Ivoire et les États-Unis ont regardé ce qui était de grandes contraintes à la croissance chez nous. Et là, les conclusions ont été qu'il fallait agir notamment sur deux choses. La fluidité dans la ville d'Abidjan, gérer la problématique de la congestion de la zone portuaire et agir au niveau de l'éducation. On le sait, on le dit en ce moment, le capital humain est nécessaire pour le développement du pays. Donc ce sont ces deux composantes qui ont été retenues et qui font qu'aujourd'hui, donc, il y a deux projets dans ce compact. Un projet qu'on appelle Abidjan Transport et un projet qu'on appelle un petit peu à l'américaine Skills. Mais si on devait traduire, c'est un petit peu plus long. C'est compétences pour l'employabilité des jeunes et la productivité des entreprises. Et là, on y retrouve deux sous-volets, de l'éducation secondaire et de la formation professionnelle. D'accord. Alors, on va prendre donc les deux secteurs que vous venez de citer à l'instant. Concernant donc la fluidité à Abidjan, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors, on va faire beaucoup de choses. D'abord, nous allons bientôt réhabiliter des voies qui existent, qui sont des voies critiques dans Abidjan, comme des boulevards au cœur de la zone portuaire, boulevard du Port, Vridi, Petit Bassam, mais aussi boulevard de la Paix, voie express de Yopougon. Nous allons traiter aussi certaines parties du VGE. Donc ces axes, il faut les retravailler. Il faut reprendre la chaussée pour améliorer la fluidité pour toute marchandises qui entre ou qui sort du port d'Abidjan. Donc ça, c'est une des choses que nous allons faire. Mais nous n'agissons pas que sur les infrastructures. Nous disons souvent que ce sur quoi nous mettons aussi l'accent, nous l'appelons le soft. Ce sont des réformes ou alors des renforcements de capacités qui sont nécessaires pour qu'on ait un maximum d'impact. Par exemple, nous avons déjà mis en place un master en infrastructure avec l'NCA, l'INPHB et des partenaires canadiens et américains, en l'occurrence Michigan State University, Polytechnique Montréal, pour que les jeunes ingénieurs soient formés à la gestion des infrastructures routières. On sait qu'à l'intérieur du pays également, il y a ces problèmes d'infrastructures routières. Est-ce que vous pensez à la question, histoire d'apporter, votre contribution pour résoudre, le reprofilage des pistes villageoises pour permettre aux paysans de faire circuler tranquillement leurs productions agricoles? Alors, absolument. Alors, dans ce compact, ce qui a été retenu, parce qu'on ne pouvait pas évidemment tout retenir pour un premier compact, mais on espère bien en avoir un deuxième, c'était d'agir d'abord sur ces voies critiques déjà existantes dans Abidjan. Parce qu'il s'agit du poumon économique, la zone portuaire d'Abidjan. Donc là, il faut absolument qu'on se garantisse un certain niveau au niveau de ces voies pour pouvoir donc évacuer les marchandises et assurer la bonne fluidité des biens et des personnes. En revanche, si on doit parler dans le domaine du transport de l'intérieur du pays, là où nous allons avoir un impact, c'est avec ce soft. Par exemple, nous sommes en train de travailler des outils de priorisation de l'entretien routier avec les structures comme la Géroute, le BNET. Pourquoi ? Pour atteindre quel objectif ? Pour faire en sorte qu'à l'avenir, on puisse bien déterminer, une fois qu'une voie est reprise, dans combien d'années il va falloir qu'on revienne faire du travail de maintenance. Et ça vaut à l'échelle nationale. Là, on sait qu'on va avoir un impact dans la durée à l'échelle du pays. D'accord. Alors, je vois que le programme touche également le secteur éducation-formation. Concrètement aussi à ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites ?
Alors là, je vais d'abord parler de l'éducation secondaire pour commencer. Donc en termes d'infrastructure, nous allons construire des collèges de proximité. Il faut rapprocher l'école des familles. Effectivement. C'est très très important et le besoin est énorme. Donc 2 régions ont été identifiées pour l'intervention du compact. La région de Boaké et la région de San Pedro. Donc là, nous allons y construire des collèges de proximité. Mais également, dans ces 2 régions, des antennes de l'école normale supérieure. Pour avoir aussi une intervention à ce niveau-là beaucoup plus élargie. Dans le domaine de l'éducation secondaire, nous ne nous arrêtons pas à de la construction d'infrastructures scolaires. Si je dois parler de quelques réformes, c'est par exemple l'occasion de dire que nous avons déjà travaillé avec l'ENS pour revoir les curricula de formation des enseignants du secondaire. Parce qu'il ne s'agit pas que d'ouvrir de nouvelles écoles. Il faut nous assurer que nous puissions travailler sur la qualité de la formation. Il faut aussi nous assurer que dans ces écoles, il y aura bien des enseignants qui vont arriver à bonne date pour les rentrées scolaires. Il faut aussi nous assurer que nous allons avoir des inspecteurs pédagogiques. Donc ce sont tous ces sujets que nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale. Alors, je vois qu'également vous êtes impliqué dans ce qu'on pourrait appeler la promotion du genre, dans la question de l'éducation nationale. Pourquoi avoir touché ce secteur clé, ce volet principalement ? Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, il y a un besoin d'améliorer le taux de scolarisation des filles plus on avance dans la scolarité. Il faut que les filles restent à l'école le plus longtemps possible. Donc c'est ce qui a fait qu'il a été prévu dans le programme Compact notamment, avec le ministère de l'Éducation nationale, de créer une unité que nous avons, qui est appelée aujourd'hui, qui existe, qui est déjà opérationnelle, qui est la direction de l'égalité et l'équité du genre au sein du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons accompagné sa création et nous les accompagnons aujourd'hui pour qu'ils puissent intervenir dans un maximum de décisions, pour que la question du genre soit en fait prise en compte dans les différentes décisions qui sont prises à un niveau stratégique au sein du ministère de l'Éducation nationale. Alors, on l'a vu, on a pratiquement tous les résultats concernant, j'allais dire, les examens au niveau du secondaire. Quel commentaire faites-vous quand on sait que les résultats n'ont pas été aussi fameux ? Alors là, c'est aussi un point sur lequel le Compact a déjà prévu d'agir. Et ça, je veux en parler parce que à partir du moment où on fait des choses nouvelles, on sait qu'on va avoir de nouveaux résultats. Et dans le cadre du Compact, il est prévu une évaluation internationale des acquis scolaires. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire va participer à une telle évaluation. Ce qui va dire qu'elle va pouvoir se confronter aux autres pays et voir sur quoi elle doit mettre l'accent pour améliorer cette question-là. Donc là aussi, nous avons notre contribution. Ces activités ont déjà démarré avec des pilotes dans certains établissements et nous pensons que c'est là où nous pouvons apprendre aussi des autres. D'autres pays sont passés par là, ils ont réussi à constater des améliorations dans leurs performances. Confrontons-nous à eux pour voir ce sur quoi nous devons agir en priorité. La question de l'employabilité des jeunes est une question qui tient principalement à cœur au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À ce niveau, est-ce que vous avez des solutions pour aider le gouvernement à résoudre, j'allais dire, sinon réduire le taux de chômage des jeunes ? Alors là aussi, donc cette dimension est un autre volet du Compact. Et là, il s'agit pour nous, dans la droite ligne de la vision de son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara, de pouvoir contribuer à un nouveau paradigme de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il faut pouvoir revisiter, moderniser le contenu de la formation pour qu'il corresponde davantage à ce dont les opérateurs économiques ont besoin. Ils ont besoin de certaines compétences, de certaines ressources. Et là, il s'agit de leur laisser davantage de liberté pour écrire le contenu de ces formations, mais tout ceci dans un cadre qui est déterminé par l'État de Côte d'Ivoire. Les standards doivent être respectés. Et c'est cette adéquation, cette meilleure adéquation entre les besoins des opérateurs économiques et le contenu des formations que nous recherchons à travers un modèle qui a déjà fait l'objet pour nous donc d'une intervention au niveau du cadre légal, puisque nous avons travaillé avec le ministère de l'Enseignement technique et la formation professionnelle. Nous les avons accompagnés pour qu'une nouvelle loi d'orientation soit passée tout récemment au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit pour nous, au-delà de cette loi, de créer, avec les fonds du Compact, 4
4 centres de formation professionnelle suivant ce nouveau modèle. Donc nous avons déjà sélectionné les secteurs d'activité qui se sont regroupés sous forme de consortia, plusieurs opérateurs économiques ensemble, et avec qui nous sommes en train de travailler pour signer des conventions avec le gouvernement de Côte d'Ivoire en cette fin d'année. D'accord. Alors, à vous entendre parler, c'est un programme très alléchant. J'ai envie de dire que tous les Ivoiriens devraient applaudir dès demain. Comment est-ce que le programme se comporte sur le terrain? Je veux dire en termes donc de réactivité quand vous allez au contact des populations. Si on devait commencer d'abord par les autorités et puis ensuite les populations. Alors déjà, en ce qui concerne les autorités, il faut dire que d'un point de vue structuration, le MCA Côte d'Ivoire est ancré au niveau de la présidence de la République. Donc nous avons 9 ministres au sein du conseil d'administration de MCA Côte d'Ivoire qui sont pleinement engagés dans les dispositions qui doivent être prises pour satisfaire tout ce qui a été prévu dans ce traité international. Cela nous permet d'accélérer la mise en œuvre de ce projet. En ce qui concerne les communautés, la manière dont nous opérons sur le terrain, c'est une approche de proximité. Donc si je parle par exemple de la préparation, de la construction des collèges de proximité, comment avons-nous mis en place les choses? Nous avons des équipes qui sont à Abidjan, mais nous avons aussi des facilitateurs en mobilisation des communautés qui tous les jours passent d'un village à l'autre pour avoir des échanges avec les jeunes, les femmes, la notabilité, des villages qui vont abriter les collèges, mais aussi des villages environnants, pour être sûr que les communautés s'approprient ce projet, qu'elles y contribuent, bien avant le démarrage du collège, avant même le démarrage des travaux. De telle sorte qu'ensuite, nous avons véritablement un collège qui va être le collège des communautés, ni le collège de MCA Côte d'Ivoire, ni le collège du peuple américain. En tout cas, vous les impliquez les populations dans la réalisation, bien sûr, de tous les projets. Quel est le dernier message que vous avez adressé donc à l'ensemble des populations concernant donc la suite, bien sûr, de ce programme-là du MCA? Je voudrais en tout cas lancer un appel pour que vous puissiez, vous tous, population, communauté, vous tenir informés de l'avancement de notre projet, contribuer, car nous aimons être à l'écoute. Ce projet, pour qu'il puisse impacter un maximum, il doit en fait être extrêmement inclusif. C'est ce qui est recherché. Donc dans les mois à venir, nous allons être encore plus engagés sur le terrain, puisque nos activités vont continuer de se déployer et nous allons, avec votre soutien, chercher à communiquer de manière très intense pour que cela se fasse dans une approche tout à fait collaborative. Est-ce que vous avez des difficultés sur le terrain? Alors, oui, bien sûr, là, de tels projets, avec des qualités d'ouvrage recherchées, ne se conduisent pas sans certains défis. Donc, par exemple, nous venons de démarrer des travaux dans la région de San Pedro. Bien sûr que les entreprises qui nous accompagnent doivent aussi se familiariser avec nos directives environnementales et sociales, par exemple, qui sont des standards que nous demandent d'appliquer les États-Unis qui nous ont apporté ce don. Donc ceci nécessite beaucoup de formation, donc beaucoup de temps que nous passons pour que tout le monde comprenne bien tous les enjeux, tout ce qui est attendu aussi en termes de qualité et de standards dans ce programme. Donc c'est beaucoup d'énergie à déployer, mais nous pensons que nous allons dans la bonne direction parce que nos bases sont solides. Madame Florence Argent, merci. Merci beaucoup.